Romains ont bien de la chance. Ils ont un code civil qui date de 2011. Nous, on est toujours avec un très vieux code qui date de 1804 et dans lequel le mot de patrimoine n'existe même pas encore. Mais grâce à Monsieur le doyen, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite en utilisant le code civil roumain. Bon, le patrimoine est un attribut de la personne. Mais c'est à partir d'une réflexion sur l'usage actuel du mot patrimoine dans la langue commune et par voie de procédure dans la langue juridique que je voudrais cerner la place du concept d'inaliénabilité qui est évidemment un concept juridique dans le droit des biens. Bon, qu'il s'agisse du droit continental ou du droit anglo-saxon, le patrimoine est dans son essence un attribut de la personnalité juridique, comme nous venons de le voir. Mais je voudrais immédiatement noter un fait qui me paraît important. Par nature, une personne morale, qu'elle soit privée ou publique, ne peut disposer aussi librement de ses biens qu'une personne physique. Autrement dit, on voit bien que la personnalité morale, d'ailleurs, j'ai feuilleté très rapidement quelques articles de notre code civil, et ça apparaît très nettement, alors que chez nous, hélas, ça ne l'est pas parce que la notion de personne morale est arrivée chez nous bien après la rédaction du code civil. Le patrimoine d'une personne morale, j'y insiste parce que c'est une notion que je retrouverai plus tard, qu'il s'agisse encore une fois d'une personne morale privée comme d'une personne morale publique, est globalement affectée à la réalisation du but qui a provoqué la constitution de la personne morale par des personnes physiques, qu'il s'agisse d'associés, d'actionnaires ou de citoyens contribuables. Personne morale, ce but qui fonde en droit la personne morale, l'existence même de la personne morale, a inévitablement des conséquences sur les conditions dans lesquelles la personne morale peut gérer son patrimoine. Néanmoins, ce fait, dont il faut prendre conscience immédiatement, ne remet pas par lui-même en cause l'idée que, en droit, le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique. En revanche, l'usage dans un contexte juridique de l'expression patrimoine commun est venu troubler l'eau qui paraissait limpide. Il semble que cet usage remonte en tout cas à la conférence de codification de la Haye de 1930, qui fait état à propos de la protection de la pêche, de la protection de richesse, constitue un patrimoine commun. Dans les traités français de droit civil des années 50, ce n'était pas l'idée de patrimoine commun qui existait, c'était plutôt l'idée de richesse nationale qui servait à rendre compte du droit positif en matière d'exploitation des mines ou de la force hydraulique. Et dans les années 70, l'idée de patrimoine commun a fait tout le reste. Je me rappellerai très rapidement une résolution votée sans aucun vote contraire par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1970 qui affirme que la zone internationale des fonds marins, c'est-à-dire les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette eau sont le patrimoine commun de l'humanité.
humanité, peuple, une notion un peu générale. À partir des années 80, plusieurs lois françaises ont utilisé également ces notions. La loi du 7 janvier 83 a proclamé le territoire français patrimoine commun de la nation, en ajoutant chaque collectivité publique en est le gestionnaire, le garant, dans le cadre de ses compétences. Une loi de 92 a affirmé que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Une loi de 84 a disposé que les espaces, ressources, milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espaces animaux et végétaux, la diversité des équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Et ça, c'est concret, enfin, réaffirmé à un niveau juridique supérieur dans une charte de l'environnement de 2004, auquel le préambule de la Constitution de 1958 renvoie aujourd'hui. Ajoutez par ailleurs que la notion de patrimoine culturel apparaît en France, fait son apparition dans un décret de 59 d'organisation du ministère chargé des affaires culturelles, et que cette notion de patrimoine culturel a été définie à l'article L1 d'un code dénommé Code du patrimoine, adopté en 2004. Et cet article dispose que le patrimoine s'entend au sens du présent code, de l'ensemble des biens immobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Bon, la proclamation d'un patrimoine commun ne suffit manifestement pas à la création d'une nouvelle personne juridique et n'a pas non plus d'effet direct nécessaire sur la composition ou la valeur du patrimoine d'une personne physique ou morale existante. Pour en donner un seul exemple, le fait qu'il y ait une source dans un pré, on peut augmenter la valeur relative de ce pré, mais c'est pas parce que l'eau a été déclarée patrimoine commun de la nation que ça ne change quoi que ce soit. Quelles sont alors les fonctions possibles de la proclamation normative de patrimoine commun? Une première fonction peut être conférer à certaines choses un statut d'inappropriabilité. C'était manifestement le but que l'on cherchait à atteindre avec la résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1970 à propos de la zone des fonds marins. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on pensait que l'exploitation de nodules métalliques des grands fonds marins pourrait être proche. Et le problème, c'était en instituant conventionnellement ce patrimoine commun de l'humanité, on transformait en droit cette zone de res nullius qui aurait été appropriable à la prise de possession par un État, en installant dans cette zone des moyens d'exploitation de certains nodules métalliques, on le transformait dans la zone de res nullius en res communis, concept familier à la pensée juridique occidentale, du moins depuis l'Antiquité. Et donc, depuis 1804, l'article 714 du Code civil français, un article que j'aime bien, il dit qu'il y a des choses qui appartiennent à personne et dont le bien est commun à tous. Une loi de police règle la manière d'agir. Donc il y a une relation objective entre l'expression du patrimoine commun de l'humanité et la notion
Autrement dit, en prévoyant que le monopole d'exploitation économique conféré à l'auteur et à ses ayants droit n'est pas perpétuel et s'éteint à l'expiration d'un certain délai après le décès de l'auteur, le droit positif qui a été créé par les jurisprudentielles, par les conventions internationales et par les lois, a conféré aux œuvres de l'esprit un statut d'inappropriabilité à terme, s'appuyant implicitement sur l'idée de patrimoine spirituel du genre humain et sur la notion de res communis, excluant par nature tant une propriété publique qu'une propriété privée. Et en poursuivant l'analyse dans cette voie, on pourrait parfaitement admettre que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, le droit positif considère comme un droit moral, perpétuel, inaliénable, imprescriptible, transmissible absolument aux héritiers, devient, à compter du moment où l'œuvre acquiert le statut de res communis, la manifestation d'un pouvoir de police destiné à régler la manière de jouir de l'œuvre en respectant sa destination naturelle. Et en ce sens, on peut relever que la mission légale assignée à l'établissement public français dénommé Centre national des lettres est d'assurer, comme je cite, le respect des œuvres littéraires, quel que soit leur pays d'origine, après la mort de l'auteur et même après leur chute dans le domaine public. Donc, on a bien créé une personne publique chargée en fait d'un pouvoir de police pour assurer le respect de l'intégrité de l'œuvre une fois qu'elle est tombée dans le domaine public. Une seconde fonction de la proclamation normative de patrimoine commun peut être de légitimer l'existence de nouvelles limites juridiques à la liberté d'usage de choses appropriées. Je ne vais pas trop développer sur ce point, mais on pourrait citer en ce sens, en tout cas, un article du Code de l'urbanisme français, L110, qui plus exactement l'article L111, 1, 2, qui, en s'appuyant sur l'article L110 ayant dit que le droit français et le patrimoine commun de la nation, a posé la règle de constructibilité limitée du sol en l'absence de document local de planification urbaine. Règle qui constitue un abandon évident, ainsi posé par l'article 552 du Code civil, selon lequel le propriétaire du terrain peut y faire toutes les constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes au service foncier. On parvient ainsi au constat que globalement, la fonction économique de la notion de patrimoine commun est de susciter une conscience du long terme en vue de la protection de ressources essentielles, qu'elles soient ou non juridiquement appropriées, et qu'il s'agisse de ressources naturelles ou culturelles. Et on retrouve en fait sur la longue durée de l'anthropologie l'idée que le cœur du patrimoine est la conscience de la continuité du genre humain et de son œuvre et de sa participation à un ordre naturel des choses. Parce qu'en fait, depuis des siècles partout, je crois qu'on peut dire que le droit positif, à partir de la distinction qui me semble universelle entre un domaine éminent et un domaine utile, le droit positif cherche à trouver un équilibre entre deux idées, tout flux à autrui et à autrui ce que sera. Le commerce, c'est la même chose, ça bouge, tout bouge. Bon. Et rien n'est à personne. Donc, rien n'est à personne, c'est une certaine immuabilité des choses. Aussi, on en a la dernière idée que je voudrais développer, à savoir que le concept d'inaliénabilité a été en quelque sorte sacralisé dans le domaine extra-patrimonial par le français cognitif. Et en revanche, les juristes lui ont conféré une portée relative
puis à partir du XVIIIe siècle, un retour à l'étude du droit romain, la souveraineté en tant que force de cohésion et d'union d'une communauté politique, sans laquelle celle-ci se dissolurait, ne peut être pensée autre que indivisible, inaliénable et imprescriptible. Et lorsque quelques siècles plus tard, la conscience s'est déplacée de la communauté à l'individu, le concept d'inaliénabilité, avec son corollaire d'imprescriptibilité, va être abondamment sollicité. À titre d'exemple, le préambule de la Constitution française de 1946 dénonce le peuple français proclame à la fois à nouveau que tout être humain sans distinction de race, religion, ou de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. De même, l'article 16A du Code civil français, je suis sûr que dans le Code civil, on a les dispositions analogues, prévoit le corps humain, ses éléments, ses produits ne peuvent être fait l'objet d'un droit patrimonial, autrement dit, c'est inaliénable. Et l'article 121 parle du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur du droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre, ce droit est attaché à sa personne, qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En revanche, en matière patrimoniale, l'idée d'inaliénabilité perpétuelle et absolue de certains biens corporels a été balayée encore en France dès le décret de l'Assemblée nationale des 22 novembre 1790 en ce qui concerne la propriété publique, sauf pour les grandes masses de bois et de forêt. Et cette idée qu'on ne voulait plus d'inaliénabilité de ce qui avait été dit à la fois, cette idée a été consacrée par la première Constitution française formelle de 1791, avec toutefois une précision d'une formulation un peu ambiguë, très riche, qui était les biens destinés aux dépenses du culte et à tout service d'utilité publique appartiennent à la nation, notion politique, pas juridique, et sont dans tous les temps à sa disposition. Le Code civil de 1804 ne s'est pas non plus montré favorable à l'idée de soustraction définitive au commerce, comme étant en droit ou en fait inaliénable, de choses susceptibles de propriété privée. Je n'entrerai pas dans le détail, mais on a retrouvé dans le Code civil français jusqu'à une loi très récente de 2009 l'idée que l'administration pouvait faire obstacle aux legs à des associations de certains biens. Ça, c'est un souvenir des biens de Manorte et de la crainte qu'échappe au commerce, au mouvement naturel du commerce, de la vie de vie, des biens constitués au profit d'associations, de communautés diverses, notamment religieuses. Et il y a dans le Code civil un article qui, sans proscrire les clauses d'inaliénabilité dans les articles gratuits de manière générale, cherche quand même à limiter les portées. Cet article a été, dans une loi de 71, renforcé. Bon, par ailleurs, 5 ou 6 générations de juristes français, privatistes et publicistes, universitaires et praticiens, qui se sont succédés depuis 1804, ont progressivement cherché à façonner puis à adapter à l'évolution économique le régime juridique des biens appartenant aux personnes morales de droit public. Ce régime est aujourd'hui exprimé dans le Code général de la propriété des personnes publiques, qui a été adopté par ordonnance en 2006. Et il ressort de ce code 3 données fondamentales. Premièrement, il y a une grande masse de biens appartenant aux personnes publiques que le code actuel de
procédure, quand même librement cessible, aliénable, à l'habitation publique. Cela peut concerner aussi bien des immeubles, des usages de bureaux, des ordinateurs, même des forêts, des axos, des entreprises. La deuxième idée très forte dans ce code, c'est qu'on a cherché à limiter la définition, le champ d'application exactement du statut dit du domaine public, c'est-à-dire à limiter la part des biens appartenant à des personnes publiques qui font l'objet d'un statut dérogatoire au droit commun, dit statut du domaine public. Pour éviter une tendance à l'extension jurisprudentielle du champ d'application de ce régime. Et la troisième idée remarquable de ce code, c'est que le passage de biens immeubles ou meubles du statut du domaine public, statut sur lequel ces biens sont dits, bon, c'est le code qui dit, inaltérables. Le changement de statut de ces biens, certes, n'est pas à la discrétion des personnes publiques, mais reste et quand même de leur compétence. En effet, comme le dit le code, un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déplacement. Alors, je me posais une question. À la fin de son règne, Louis XIV s'était résolu à faire fondre l'argenterie de Versailles pour faire face à l'état de guerre quasi permanent du royaume. Donc, question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui en France un obstacle différent à un choix politique, je ne dis pas de la honte, c'est un choix politique qui serait de fermer définitivement tel musée propriété de l'État pour pouvoir vendre l'immeuble ainsi que les collections qui contient en vue de diminuer le poids de la dette publique. Alors, la réponse, on peut la trouver à l'article L451.5 du Code du patrimoine qui prévoit que toute décision de déplacement du bien meuble constituant la collection d'un musée propriété de l'État ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Bon, bref, l'idée sous-jacente à ce texte, c'est que pour ce type de bien meuble, de collection d'un musée, à Chauveau, par exemple, l'aliénabilité doit rester exceptionnelle et rester essentiellement tributaire de l'appréciation des qualités intrinsèques du bien. Et sur ce problème de l'aliénabilité éventuelle de certaines collections publiques, faisant partie du patrimoine culturel, je voudrais signaler qu'il y a eu une approche comparatrice très intéressante ayant donné lieu aux actes d'un colloque international organisé en 2010 sur le thème l'inaliénabilité des collections, performance et limites. Cette est publiée aux éditions de l'Arnam. Donc bref, au terme de ma réflexion, un constat s'impose en matière de droit des biens. L'inaliénabilité n'est et ne peut être que relative, sauf à être anti-économique et à faire obstacle à toute possibilité d'adaptation à des circonstances imprévues. Mais, cela dit, elle correspond à un besoin fondamental de prise en compte de valeurs sur le long terme. Et c'est un besoin fondamental qui, je crois, existe quel que soit le système juridique. Je rappellerai une remarque qui m'avait beaucoup frappé, faite par le secrétaire général de la francophonie à un colloque organisé par le Conseil supérieur du notariat. Cette remarque, c'était que dans certains États d'Afrique subsaharienne, où la conception d'un droit de propriété individuelle
sur les terres à usage agricole n'a pas dû avoir aucun sens, parce que c'est le travail d'une communauté intellectuelle, d'hommes et de femmes, qui est la source du projet de la terre, et par voie de conséquence, comme l'idée de propriété individuelle n'a aucun sens, il n'y a pas de cadastre, donc il n'y a pas de possibilité de marché foncier et de crédit hypothécaire. Donc il y a inaliénabilité de fait de la terre. Mais c'est fondamentalement la conséquence de valeurs sociales différentes de celles du monde occidental. Bon, dans le monde musulman, il existe une tradition de fondation faite par testament au profit d'œuvres d'utilité publique qui sont conçues, dont j'ai pu voir quelle était la philosophie derrière ces institutions, qui sont conçues comme le retour à Dieu d'une propriété privée sur laquelle, d'ailleurs, le haut domaine, c'est le mot du droit musulman, du créateur de toutes choses, n'avait pas cessé d'exister et qui est par essence inaliénable. Dans le droit anglo-saxon, on va parler des trusts. Dans les régimes socialistes, la doctrine de l'inappropriabilité privée des biens ne faisant pas l'objet d'un usage personnel et donc dans la source possible d'une exploitation de l'homme par l'homme a conduit à l'inaliénabilité de fait de la propriété d'État, mais n'a absolument pas fait obstacle à ce qu'elle fasse l'objet de droits réels, plus ou moins limités, conférés à des personnes morales distinctes, d'un but économique évident. Et quant au statut des biens d'usage personnel, dans ce type de régime, il n'est pas sans rappeler ce que le Code civil français avait dit en 1804 du droit d'usage et d'agitation, droit conçu répondre aux besoins de celui auquel il est concédé de sa famille et ne pouvant être ni cédé ni loué. Enfin, dans tous les États d'Europe continentale marqués d'un moment de leur histoire par le droit commun, on trouve l'idée que les choses publico doivent faire l'objet d'une protection particulière, ayant pour projet de protéger sur le long terme, non seulement, c'est ça l'idée d'une nouvelle actuelle, de leur existence et leur intégrité, mais aussi leur accessibilité au public, leur